Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Moi c'est Océane. Bienvenue dans l'épisode numéro 6 de l'émission Curl Talk. Curl Talk a pour but de mettre en lumière des personnalités publiques afrodescendantes dans tous les domaines afin de vous faire découvrir leur parcours de vie sous le prisme de leurs cheveux. Vous l'aurez compris, ici, on met en avant des personnalités et des sujets qui ne sont pas assez représentés dans les médias traditionnels. Aujourd'hui, je suis avec la youtubeuse emblématique qui raconte et décrypte des histoires sombres, on peut le dire, de crimes, d'horreur, paranormal, d'internet et d'ailleurs. J'ai nommé la ravissante Liv. Oh, t'as dit la ravissante. Oui, la ravissante. Je rougis. Il faut dire les termes. Oui, il faut dire les termes. Comment est-ce que tu vas ? Très très bien. Ravie de pouvoir te rencontrer en vrai et de pouvoir discuter de tous ces sujets super passionnants. Trop contente. Et trop cool ce concept d'ailleurs, je tiens à le dire. On a besoin de ça, honnêtement. Merci, on a besoin de ça. c'est gentil. D'ailleurs, pour cette interview, est-ce que tu veux que je t'appelle Liv ou Olivia ? Liv, c'est très bien. Tout le monde m'appelle Liv maintenant. Genre vraiment, je dois changer mon nom sur ma carte d'identité. Vraiment, donc on en est là. On en est là. C'est le vraiment. projet. Ouais, c'est le projet. Je pense que l'année prochaine, je le fais. Donc Liv, c'est très bien. Ouais, ça me convient. Ça marche. Avant de commencer l'émission, je tiens à remercier le salon de coiffure Studio Boucle qui nous permet de pouvoir tourner tous les épisodes jusqu'à maintenant. N'hésitez pas aussi à donner de la force à l'émission vraiment en likant, en commentant, en partageant, en vous abonnant. C'est ce qui nous permet justement de pouvoir créer du contenu de qualité. On démarre tout de suite. C'est parti. Alors, Liv, chez nous, dans Curl Talk, en général, l'invité se présente de la façon dont il ou elle le souhaite. Donc, je te laisse le faire. C'est parti. Eh bien, je suis Liv, youtubeuse depuis 10 ans maintenant, 10 ans cette année. Sur ma chaîne YouTube, je parle de plein de sujets un petit peu particuliers. Donc je parle de crimes, je parle de paranormal comme tu l'as si bien dit. Je me suis un petit peu éloignée de ce genre de sujet cette année, mais ça a toujours été un peu, en tout cas pendant très longtemps, le cœur de mon contenu. Et voilà quoi. Créatrice de contenu. D'ailleurs, je tiens aussi à te féliciter parce que tu as quand même fêté, il me semble, tu as atteint un cap, les 1 million d'abonnés. Donc vraiment, je pense que toutes celles et ceux qui nous regardent sont hyper contents aussi de savoir cette bonne nouvelle. Et je tenais à te le dire aussi de vive voix. Merci beaucoup. Parce que je l'ai vu et après toutes ces années de travail, c'est trop cool. C'est dingue. Et c'est un peu irréel aussi. C'est vrai qu'il y a un moment où en fait, je pensais que ce serait incroyable, tu sais, et que je sais pas, je regarderais le compteur grandir ou enfin monter. En fait non, pas du tout. C'est vraiment mon copain qui m'a dit t'as pas atteint les 1 million, on va vérifier. Je suis allée voir, je dis ah ouais, ok. Et j'étais dans la rue, tu vois. Et donc ouais, c'est assez fou, c'est assez dingue et vraiment c'est une très belle étape à passer, quoi. Donc justement, avant d'atteindre ces 1 million d'abonnés, on va commencer par la toute petite Liv. Waouh. On va revenir vraiment très loin dans le passé. Et du coup, on va commencer avec la première photo de toi. Ah, la fameuse. Oui, la fameuse. Donc cette petite photo de toi, Liv, et j'ai quelques questions à te poser. À cette époque, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais est-ce que tu peux nous dire le rapport que toi, tu avais avec tes cheveux ? Aussi, ta famille, comment est-ce qu'elle gérait ça et comment est-ce que tu te sentais en fait à cette époque-là, toute petite. Vraiment intéressant. Alors moi, à cette époque-là, je crois que j'avais un non-rapport un peu avec mes cheveux. Je vivais au Congo, en Afrique donc, et c'est vrai que j'étais entourée de personnes qui avaient exactement la même texture capillaire que moi. C'était vraiment un non-sujet. Et ma mère, par contre, effectivement, prenait vraiment bien soin de nos cheveux. Il y avait vraiment tous ces rituels-là où on était toujours très très bien coiffés. Ma mère elle-même avait des cheveux vraiment très très longs. Enfin, un peu toutes les femmes de ma famille, donc des cheveux hyper longs jusqu'en bas des épaules, etc. Et donc, c'était quelque chose qui était et important et tout à fait normalisé, où on n'en faisait pas un sujet, on va dire. Et du coup, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais juste, on va dire, moi. Et j'avais pas cette conscience-là d'avoir quelque chose qui pouvait être différent, parce que finalement c'était pas trop le cas à l'époque où j'étais entourée de gens qui me ressemblaient, quoi. Ok, je vois très bien. Et c'est hyper cool parce que quand je t'écoute, c'est pas le cas de tout le monde. Et toi justement, t'as eu cette chance-là de pouvoir te construire en étant petite, en ayant plein de modèles. Et donc du coup, on va continuer tout doucement avec la prochaine photo. La prochaine photo. Comment ça, je te vois déjà avoir peur de cette photo-là. C'est une époque particulière de ma vie. Donc là, voici, franchement, t'es canon. Tu es indulgente, t'es trop gentille. Non, en vrai, t'es trop chou. C'est l'époque, tu sais, tu te juges toujours avec le recul, tu te dis, ah là là, j'ai quand même pris cette photo et je l'ai postée sur Facebook, quoi. Mais à cette époque-là, je devais avoir, je pense, entre 15 et 16 ans. C'était une époque où j'étais vraiment, j'allais dire encore
encore naturel, c'est-à-dire que vraiment je faisais des petites tresses par-ci par-là, c'est ma mère qui me coiffait, ma petite sœur aussi qui était passionnée par la coiffure, elle a 2 ans de moins que moi, et depuis qu'elle est toute petite elle coiffe des têtes de poupées, etc. Donc souvent elle me coiffait aussi, voilà, donc c'était un peu l'époque où on se coiffait, où on apprenait un petit peu à gérer nos cheveux, voilà, et en même temps t'es aussi à l'adolescence. Là à ce moment-là j'étais en France, je vivais à Dreux, Eure-et-Loir, un petit coin un petit peu rural quand même, et donc il y avait pas beaucoup de personnes qui me ressemblaient, en tout cas quand j'étais un peu plus jeune. C'était un peu l'époque Niafou, etc., où on était vraiment jugé pour la texture de nos cheveux, où tu vas pas te ramener avec un afro à l'école, etc. Enfin voilà, c'était un peu compliqué. Donc on essayait de jongler avec toujours un peu cette envie d'avoir des cheveux un peu plus malléables, quoi. Je me rappelle à l'époque, c'était vraiment le côté j'aimerais bien avoir les cheveux un peu plus lisses, ou est-ce que je me défrise pas les cheveux. Et justement, est-ce que t'as franchi le cap de défrisage? Ouais, j'ai défrisé mes cheveux, j'ai défrisé à un moment. Alors, en réalité, j'ai défrisé quand j'étais plus jeune que ça. Donc, à ce moment-là, j'avais les cheveux à peu près naturels quand même. Mais j'avais toujours cette volonté d'aller vers le tissage, d'aller vers les perruques, voilà. Aller vers une texture plus facile à gérer, quoi. Et donc ouais, à ce moment-là, c'était vraiment j'accepte pas trop, quoi. C'est là, j'ai pas le choix, mais si je pouvais aller autre part et tester autre chose, je le ferais. Ok, je vois très bien. Et du coup, ce que tu dis, c'est quand même intéressant parce que je me dis, non seulement il y a cette volonté du coup de ressembler à la masse. Ouais. Du coup, ce qui est quand même humain, entre guillemets. Et aussi, je voulais savoir, est-ce que tu avais tous les matériaux avec toi, chez toi, pour pouvoir gérer tes cheveux naturels? Eh bien, ouais, je crois que j'avais quand même pas mal de choses à la maison. On a toujours eu, tu sais, la fameuse armoire avec tous les peignes, toutes les crèmes possibles. Donc, j'avais tout ce qu'il me fallait quand même pour gérer. J'aurais aimé avoir plus d'outils à ma disposition. À l'époque, j'avais quel âge? C'était en quelle année ça devait être 2012, quelque chose comme ça, 2013 peut-être. Et en soi, je commençais un peu à me renseigner déjà sur les cheveux afro, donc je regardais beaucoup d'américaines. Et ils avaient tellement d'outils à l'époque, les Américains, enfin moi je les enviais, quoi. Donc ouais, il y avait toujours un rapport très amour-haine avec mes cheveux, quoi. Donc je les aimais bien, voilà, je les aimais au naturel. Et en même temps, je ne voyais pas les assumer en public, quoi. C'était compliqué, c'était une période très particulière. Ouais, non, mais de toute façon, il y a zéro jugement. Et c'est vrai qu'il faut aussi l'expliquer, je pense, aux personnes un peu plus jeunes qui nous regardent. Oui, aussi, ouais. C'est vrai que c'était vraiment une autre époque. C'est-à-dire que 2012, moi aussi, j'étais adolescente à ce moment-là. Donc, je comprends très bien. Et c'est vrai qu'en termes de produits, on était soit on devait acheter chez les Afro-Américains, enfin des marques américaines, du coup, qui n'étaient pas forcément en plus, on va dire, dans toute la France, suivant là où on habitait, voilà, c'était compliqué. Donc, c'est vrai que par rapport à aujourd'hui, ça peut leur faire bizarre et se dire non, nous aujourd'hui on en a plein de marques pour cheveux bouclés, frisés, crépus, mais voilà, c'était vraiment une époque particulière. Et au niveau de tous les cosmétiques en réalité, tu vois, maintenant qu'on en parle, que ce soit pour les fonds de teint, que ce soit pour... C'était le désert. On était les oubliés. On était les oubliés. Les grands oubliés. C'était pas facile, honnêtement. Ah ouais. Donc on va continuer encore un tout petit peu plus dans le temps, on va avancer et on va arriver du coup à la Liv actuelle. Donc, cette photo qui va apparaître du coup à l'écran, j'aimerais que tu nous dises quel est ton état actuel concernant tes cheveux naturels, parce que tu disais tout à l'heure que c'était une relation je t'aime moi non plus. Exactement. Est-ce que c'est toujours le cas? Et si tu as aussi 3 mots pour décrire tes cheveux naturels, partage-les-nous. Waouh! Je vais commencer par les 3 mots comme ça, je vais pas oublier. Je dirais versatilité. Parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec mes cheveux, que j'ai appris à vraiment apprécier, le fait de pouvoir faire plein de coupes différentes, de pouvoir finalement devenir une autre personne, tu sais, d'un jour à l'autre, ça j'adore ça. Je dirais aussi personnalité, puisque j'ai l'impression que mes cheveux me définissent beaucoup. Ça devient un trait de caractère finalement, les cheveux, je trouve, quoi. Et d'un jour à l'autre, en fonction de la coupe que tu as, en fonction de si t'as mis des locks ou si t'as juste ton afro, t'es pas du tout la même personne. C'est un truc qui est très particulier, je trouve, avec les cheveux afro, que tu retrouves pas forcément toujours avec les autres types de cheveux. Et puis, le dernier mot, je dirais, j'allais dire individualité, mais plutôt le caractère unique, quoi, peut-être unique. Voilà, le truc qui définirait très bien mes cheveux, le cheveu afro en général, quoi. Et concernant ta relation maintenant? Relation avec les cheveux. Ah, mes cheveux. Alors, mais écoute, j'ai une très bonne relation avec mes cheveux maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas comme tu as pu l'entendre. D'ailleurs, j'ai rasé mes cheveux totalement, je dirais, il y a environ 5 ans.
Voilà, j'étais en mode ok, non là j'apprécie plus ce que je vois, donc j'ai tout rasé. Je me suis dit je vais laisser repousser. Voilà, je vais voir ce que ça donne en fait. Et à l'époque, avant de raser, je portais beaucoup de perruques en fait. Donc j'ai eu une phase perruque. Je pense que j'avais du mal à accepter mes cheveux, je savais pas forcément ce que je voulais en faire. J'étais dans ma féminité, je m'acceptais mieux quand j'avais des cheveux lisses, quoi, tout simplement. Quand j'ai commencé YouTube, j'avais effectivement des cheveux plutôt lisses. Et puis, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce qui me plaisait ou que je me reconnaissais plus. C'est ça qui me dérangeait, c'est que quand j'avais plus ma perruque, j'étais en mode mais si, il y a un truc qui change, je me reconnaissais plus en fait. Et ça me dérangeait beaucoup parce que j'étais dans cette phase-là, entre la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte, où tu te dis j'ai envie de savoir qui je suis. Et je me suis dit, pour savoir qui je suis, il faut que je m'accepte d'abord sans rien, sans perruque, avec mes cheveux naturels. Et puis, petit à petit, je pourrais réintégrer ça, mais pour le fun, quoi. Voilà, faut pas que ça devienne nécessaire pour moi. C'était un peu ma démarche. Donc, du coup, je me suis rasé les cheveux. Je me rappelle que ma grand-mère était venue pour me tondre la tête. Oh. Et du coup, elle était là. Je me dis, ok, si tu veux te couper les cheveux. Et elle m'a coupé d'abord au ciseau et puis elle m'a rasé la tête. Et après, à partir de là, je me suis dit, il faut que je commence à prendre soin de mes cheveux, il faut que je commence à trouver une relation avec ces trucs qui poussent sur ma tête, quoi. Voilà, il y a un truc qui doit se faire et il y a un lien qui doit se créer, et je peux pas le créer si je les cache, tout simplement. Donc j'ai commencé finalement petit à petit à les laisser pousser, et là je suis passée à tout ce qui était tresse, coiffure naturelle, quoi. Donc ça a été, j'ai commencé avec les locks, moi. C'était les fausses locks qui, et jusqu'à aujourd'hui vraiment c'est ma coiffure un peu de prédilection. Et franchement c'est un changement incroyable. Je disais unique tout à l'heure, effectivement là que j'accepte beaucoup plus le côté unique de mes cheveux et toutes les choses qu'ils me permettent de faire. Et puis je me dis aussi c'est trop fun en fait d'avoir des coupes et des possibilités que tout le monde ne peut pas avoir en fait. Genre il faut que j'en profite en fait. Donc vraiment je suis dans une démarche assez positive, voilà, avec mes cheveux. J'essaie d'aller vers une meilleure relation avec eux et surtout d'en prendre soin, quoi. Voilà. C'est un long chemin. C'est un long chemin. C'est vraiment de l'expérimentation. Je pense que beaucoup se reconnaîtront dans tes paroles. Et vraiment, pas de jugement pour les personnes, pour les femmes en tout cas qui portent des perruques. Là encore, il n'y a pas de mal à ça. Ah bien sûr. Ouais. Et comme ce que tu disais, je te rejoins, ça peut devenir un problème, en l'occurrence quand on cherche à se dissimuler. Tout à fait. Et c'est ça vraiment qu'on veut aussi mettre en lumière dans Curl Talk, c'est vraiment s'aimer au grand jour et sans cacher qui on est réellement. Exactement. Parce qu'en fait nos cheveux c'est la suite logique de notre identité. Tout à fait. Et donc c'est vraiment cool que tu nous partages ça avec transparence. Vraiment. Ouf, ouais. C'est important. Non, je me dis c'est utile, ça parlera certainement à beaucoup de personnes. Et je crois que c'est un parcours qui est aussi pas normal, pas nécessairement, mais qui quand tu grandis dans un milieu avec des gens qui te ressemblent pas, tu vas forcément développer ça peut être des complexes, ça peut être des questionnements sur toi-même, etc. et sur ta propre valeur. Et puis il faut se défaire de ça avec le temps, quoi. Donc c'est un parcours qui est, je crois, c'est vraiment, je cherche mes mots pour ça. Oui, qui peut être semé d'embûches. Et puis je pense qu'il doit parler à beaucoup de personnes, quoi. Je crois que c'est ça. Totalement. Voilà. Maintenant, Liv, je pense que toutes celles et ceux qui nous regardent sont curieux de savoir quels sont tes 3 objets favoris concernant tes cheveux naturels. Parce que depuis tout à l'heure, tu nous parles de tes fausses locks qui sont incroyables. Oh, merci beaucoup. Voilà. Mais on aimerait savoir en fait, quels sont tes 3 chouchous? Qu'est-ce que tu pourrais nous recommander? C'est ton moment. Eh bah écoute, j'ai apporté des choses. D'ailleurs, je parlais de fausses locks. Du coup, regarde. Alors, bon, déjà, ça, c'est un peu la base. Le truc qui représente vachement ma vie depuis que j'ai commencé à mettre des fausses locks et à faire des crochets, etc. C'est simplement un crochet, tout simplement pour les locks. Et c'est vraiment le truc que j'utilise du coup tout le temps parce que je le fais tous les mois. Je l'ai fait toute seule. Alors, bon, tu sais, ça a pris du temps, hein. J'imagine. Parce que vraiment, c'est pas facile. Il faut que pour moi, ça doit me prendre genre 3 jours de coiffure, à mon avis, puisqu'il faut que je défasse mes cheveux, que je fasse des soins à mes cheveux. J'ai pas envie de les brusquer non plus. Et puis après, je me coiffe. Donc, c'est un long processus. Et du coup, le crochet m'a vraiment apporté la liberté de pouvoir quand même faire tout ça de façon assez rapide, sans avoir à aller maltraiter mes cheveux, par exemple en salon. Bon. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. On a des très bons salons de coiffure afro. Mais à l'époque, quand j'ai commencé à aller dans des salons de coiffure afro, c'était les châteaux d'eau.
comment dire, il y a Château d'Eau, il y a comme Château Rouge, tous ces secteurs-là. Toute cette zone, ouais. Ou alors vraiment on t'arrache le crâne, quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais juste ne plus jamais repartir en salon. Et du coup, j'ai appris à me coiffer et j'aime bien cette liberté-là, tu sais, de pouvoir me gérer moi-même, quoi. Donc, alors ça, c'est un outil. Je sais pas si tu connais, tu dois certainement connaître. Bon, c'est un peu un roller, mais c'est aussi hyper utile pour le volume. Donc en fait, depuis que j'ai des locks, j'essaie de trouver des coiffures, tu sais. Je sais pas quoi faire tout le temps, donc j'essaie de trouver des coiffures. Je me suis rendu compte que ça, à la racine de tes cheveux, avec de la laque, ça te permet de vraiment volumiser le truc. Et en fait, du coup, c'est un petit truc que je fais de temps en temps, tu vois. Donc j'ai appris ça, voilà, récemment. Et puis ça, c'est, je pense que, encore un de mes cheveux dessus, voilà. Pour vous dire que j'utilise très souvent. Il y a des cheveux partout, hein. Bon, c'est des cheveux afro, ça s'accroche partout. Ah, ça. Mais du coup, c'est un petit masseur de crâne au final. C'est un peu ça, hein, voilà. Ça fait du bien, ça. Fait du bien, ça. Hein. C'est génial. Surtout quand tu fais ton petit shampoing, etc. Pour, voilà, quoi. C'est très bon aussi pour la pousse des cheveux, on m'a dit. Donc du coup, je l'utilise très régulièrement. Et en fait, ça détend tellement que... On a comme l'impression d'être dans un spa. C'est ça, hein, self-care. Mais hein. chez soi. On est vraiment self-care à fond. Donc vraiment, c'est trop génial. Au début, je voulais pas l'utiliser. Je voyais partout. Je me disais, j'ai les cheveux hyper épais. Est-ce que ça va vraiment fonctionner ? Non, vraiment. En fait, ça fonctionne super bien, même sur les cheveux afro. Ouais. Donc, je vous recommande vraiment, si vous avez besoin juste de vous déstresser, que la vie est pas facile, rien que pour ça. Voilà. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Merci beaucoup, Liv. En tout cas, pour tes petits accessoires, je vais te laisser les ranger tranquillement. Je vais les poser là. Et on va pouvoir passer à la suite. Liv, tu vas me dire si tu es d'accord avec mes propos, mais pour moi, tu es ce qu'on peut appeler un produit d'internet. Ah ouais. Totalement, pour moi en tout cas, à mes yeux. Et justement, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à poster ta première vidéo YouTube. Waouh. Eh bien, ce qui m'a poussée à poster ma première vidéo YouTube, c'était un peu l'ennui. Je m'ennuyais pas mal, c'était un été, je me rappelle que j'ai commencé, voilà. Et puis à l'époque, j'étais passionnée par le cinéma, ce qui est toujours le cas. À l'époque, j'étais vraiment hardcore cinéma, donc je faisais des petits courts-métrages avec mes sœurs, je me souviens, plein de trucs comme ça. J'avais eu du coup accès à une caméra. Et donc j'avais plein de vidéos, je savais pas du tout quoi en faire et j'ai décidé de les poster sur YouTube. Ça a commencé comme ça. Et donc j'ai posté et puis un jour je me suis dit je vais pas poster que des courts-métrages, je vais parler un peu de ma vie et j'ai commencé à partager voilà des vidéos sur tout et n'importe quoi. Je parlais aussi de sujets de société, je me souviens à l'époque je parlais aussi des problèmes notamment qui touchaient les femmes noires. J'avais fait une vidéo être une femme noire et tout en 2016 ou un truc comme ça. Donc c'est parti là-dessus, c'était vraiment juste une volonté de partager, je pense. Il me semble que tu arrives à en vivre du coup de la création de contenu, donc super. Mais avant ça, est-ce que tu as fait des études ? Quel a été un petit peu ton parcours ? Est-ce que tu pourrais nous résumer tout ça ? Oui, bien sûr. Eh bien, justement, moi, quand j'ai commencé YouTube, mais j'ai toujours été en parallèle dans les études, jusqu'à la fin de mes études, du coup, c'était il y a 2 ans, si je me trompe pas. Ma mère congolaise m'a dit, si tu arrêtes les études pour YouTube, tu ne restes pas dans cette maison. Donc je disais ok, il n'y a pas de problème. Et puis j'étais très consciente aussi du fait que j'avais envie de continuer, j'avais envie d'aller jusqu'au master au moins. Donc j'ai commencé, j'ai fait plein de choses. J'ai commencé en droit. On m'a dit tu parles correctement, tu parles bien, va faire du droit. Ça n'a pas fonctionné pour moi, je suis restée quelques mois. J'ai enchaîné avec de l'histoire pendant un semestre. Après je suis en anglais, enfin j'ai fait plein de trucs. L'anglais, c'était la seule chose, c'était vraiment utile. Vraiment, j'ai fait 1 an du coup de LLCE. Ouais, trop bien. On est de la même team. C'est bien, hein, c'est tellement utile, la phonétique et tout. Ça m'a tellement aidé, vraiment. Je regrette vraiment pas ça, même si j'ai pas terminé le parcours. Et puis finalement, après, j'ai fait une petite pause où j'ai travaillé. J'ai travaillé pendant je crois que ça devait être 1 an de pause. Et je travaillais dans des call centers, ce genre de choses. Je suis allée dans les choses difficiles du quotidien. Et finalement, j'ai été acceptée à Paris 3, à Sorbonne Nouvelle, pour une licence information et communication. Et j'ai fait le parcours du coup Infocom de la licence au master, quoi. Classique. Ouais, classique, voilà. Ok, super. Ça montre aussi qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul chemin, quoi. Ouais, exactement. C'est hyper intéressant. Il y a plein de possibilités. Et aujourd'hui, en plus, on a la chance, je trouve, de pouvoir, renoncer à certaines choses, changer de voie en cours de route, quoi. Et puis, on peut faire plein de choses en même temps. Voilà. Moi, c'est vrai que c'est pas facile, hein, mais pendant que je faisais tout ça, effectivement, j'avais YouTube à côté, que je faisais grandir aussi. Et certes, on doit sacrifier
sacrifier des week-ends, on va sacrifier des soirées, hein, c'est pas facile, mais c'est possible et c'est vrai que c'est bien de le dire. Voilà, il faut se donner un petit peu, il faut un peu se botter le cul, mais ça peut mener à des belles choses. C'est beaucoup de travail. C'est pas juste allumer, ce n'est pas juste allumer ta caméra. C'est tu le vois très bien, c'est pas facile. Ouais. Je me demandais pourquoi est-ce que tu as choisi l'horreur, le paranormal, et pas, moi je sais pas, le lifestyle, la beauté, comme toutes les autres filles de cette époque-là. Eh ben écoute, très bonne question, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé, j'avais la tentation, tu sais, d'aller vers vraiment du lifestyle, des morning routines, etc. Très vite, quand je suis sortie des courts-métrages, je suis partie dans des sujets de société. Vraiment, c'est un truc qui m'intéressait de base, donc je parlais de plein de sujets de société. Parmi ces faits de société-là, il y avait des affaires criminelles, notamment. Je me rappelle, il y avait eu l'affaire Maëlys qui avait vraiment fait grand bruit, on en parlait dans tous les médias, j'étais vraiment... Enfin, je suivais l'affaire un peu de loin, et je m'étais dit, puisque je parle de tout sur ma chaîne, je vais faire une vidéo sur cette affaire-là, en fait, je vais en parler et je verrai bien ce que ça donne. C'est parti vraiment comme ça, voilà. Et puis, je m'intéressais aussi un peu au paranormal, donc j'ai fait une vidéo sur le paranormal et ça a bien fonctionné. Et j'ai un peu suivi ce ruisseau-là, ce courant, puisque je voyais que les gens aimaient ce genre de contenu. Je me suis dit, génial, moi j'aime aussi, ça m'intéresse, ça me passionne, la psychologie humaine, ce genre de choses. Et naturellement, je suis partie là-dessus, quoi. Franchement, trop nice, et puis pari réussi. Ouais, vraiment. Et ce qui m'intrigue un petit peu, c'est justement ce que tu parlais un peu de ta maman tout à l'heure. Et quand elle a su que sur YouTube, sa fille, elle parlait de choses un peu surnaturelles, paranormales. Comment est-ce qu'ils ont réagi plus généralement, ta famille? Alors, en fait, ça s'est fait assez graduellement. Moi, au début, j'ai commencé pas en secret, mais j'en ai pas parlé, quoi. J'en ai pas parlé, je faisais mes vidéos, etc. Petit à petit, ma mère s'est bien rendue compte que c'était plus qu'un petit hobby et que ça prenait beaucoup de place. Donc, elle a commencé forcément à se renseigner un peu sur ce que je faisais, à regarder mes vidéos. Et en fait, étrangement, ça l'a pas... Le sujet l'a pas forcément alertée. C'était plus le temps que je prenais à faire ces vidéos. Mais sinon, le sujet, elle ne l'a pas alerté. Après, non, je mens, parce que je me souviens, un jour... La vérité vraie. Je me souviens qu'un jour, on était peut-être en 2020, un truc comme ça, elle m'avait dit, mais toi, tes vidéos, là, tu parles des trucs un peu bizarres, hein. Elle m'avait dit ça. Et j'avais dit, ouais, ok, écoute, c'est pas facile, hein, mais ça me plaît. Donc, elle ne m'a jamais... elle m'a jamais réprimandé ou quoi que ce soit à ce sujet-là, et puis ça l'a questionné à un moment, mais ça n'a jamais été un sujet. Pour le reste de ma famille, c'est un peu pareil, je crois, ça n'a jamais été un réel sujet. Je crois qu'ils se sont aussi rendus compte que c'était aussi l'aspect la production derrière, le côté immersif et le récit qui est intéressant pour moi. Donc je crois qu'ils l'ont bien compris, hein, que c'était plus que le crime. Donc ouais, en fait ça a été, tu vois, ça aurait pu être pire. Bah oui, parce que on sait jamais, par moments ça peut faire aussi débat, puis il y a des familles qui sont plus ou moins fermées aussi à ces sujets-là, donc c'est pour ça que je m'interrogeais sur ça. Ça c'est vrai, ouais. Pour le coup ma famille a vraiment bien pris les choses, même dans mon entourage amical, pareil, ça s'est plutôt bien passé. On va prendre un tout petit peu plus de hauteur maintenant et on va essayer de regarder un petit peu plus la société. Et je vais te demander un petit peu de comparer deux sociétés différentes. Donc du coup, je vais te poser ma question qui est la suivante. Qu'est-ce que tu penses de la légèreté dont fait preuve la majorité de l'Occident concernant le paranormal par rapport à la grande partie des pays d'Afrique noire? Ah, super intéressant ça. Je sais pas si tu as une vision, des pensées, des choses à nous dire justement sur, vu que tu as aussi des origines afro-descendantes et puis que tu vis en Occident et que très souvent, on va pas se mentir, les médias, quand ça parle du paranormal, c'est les aliens, c'est pas mal de choses. Voilà, c'est clair. Effectivement, alors moi, la vraie différence entre le traitement du paranormal en Afrique et dans les pays africains en tout cas et en France, je crois qu'il y a un vrai aspect religieux là-dedans. Je crois que beaucoup de pays du continent africain ont encore un rapport très fort avec la religion, avec l'ésotérisme, avec la spiritualité, voilà, que ce soit dans les pays du Maghreb ou dans les pays d'Afrique centrale ou du Sud, peu importe. Donc je crois que le fait que la religion soit si importante doit avoir un rôle dans le fait qu'on soit aussi, qu'on croit beaucoup plus aussi aux esprits, etc. Et je crois qu'en France,
comme on s'éloigne de plus en plus de la religion, en Europe en général, on s'éloigne de plus en plus de la religion. Du coup, à mon avis, ce genre de questions de paranormal, de spiritualité, on les prend avec plus de recul, avec des pincettes, chose qui n'a pas toujours été le cas au final, hein, puisque au Moyen-Âge, voilà, quoi, par exemple, on brûlait les gens parce qu'ils étaient des sorciers, littéralement, quoi. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a une vraie légèreté qui vraiment, à mon avis, est due au fait qu'on s'éloigne beaucoup de la spiritualité dans les pays européens et qu'on est effectivement moins en phase avec notre foi, la foi peu importe en quoi, hein, mais avec la foi en général. En réalité, je le vois de plus en plus sur les réseaux sociaux, ça tend à changer. Genre, je vois de plus en plus de jeunes qui s'intéressent, que ce soit à la religion ou à une forme de spiritualité. Je vois même des sorcières sur TikTok maintenant. Donc, voilà, il y a de tout. Il y a de tout, hein, il y a de tout, ça évolue, quoi. C'est un truc de malade. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nient totalement le paranormal, la spiritualité, et qui disent que ça n'existe pas et qu'ils ne croient que c'est qu'ils voient? Waouh, très bonne question. Je dirais que c'est un peu comme pour tout. Moi, je garde l'esprit très ouvert parce que je suis très consciente du fait que je ne sais pas tout. Voilà, je suis très consciente du fait que même si je me considère comme une personne intelligente, au final, à l'échelle de l'univers, je reste assez bête, je reste assez ignorante, on va dire ça comme ça. Et je trouve que c'est presque une démarche scientifique et plutôt rationnelle de se dire, en fait, ça pourrait exister. Peut-être que j'ai juste pas assez de preuves, peut-être que nous ne sommes pas encore assez avancés pour pouvoir prouver que, je sais pas, la vie après la mort existe, mais ça pourrait exister. Et donc faire preuve prendre du recul sur ces sujets-là et faire preuve d'ouverture d'esprit, à mon avis, c'est un peu la meilleure démarche à adopter. Après, on peut pas forcer les gens forcément à croire ou à ne pas croire, hein. Je crois que quand on prend conscience du fait qu'on est très ignorant à notre échelle, parce qu'on est vraiment un grain de poussière dans l'univers et que notre vie se termine très vite, et on s'ouvre aussi à ces questions-là et on a l'esprit plus ouvert face à d'autres possibilités, quoi. Dans une de tes premières vidéos, tu as évoqué que tu avais vécu différentes situations paranormales. Est-ce que ça t'arrive toujours? Waouh! J'ai vécu plein de situations paranormales. Il y a un truc qui m'est arrivé, qui n'est pas directement lié à moi, mais qui est lié à une amie à moi. Une amie à moi qui regardera peut-être cette vidéo, qui s'appelle Tara. Tara, si tu regardes cette vidéo, Tara, elle est vraiment très très sensible, elle est vraiment clairvoyante et pour moi, vraiment, elle a un don, quoi. Il y a des choses qu'elle dit elle dit des choses hyper intéressantes tout le temps. Et alors, c'était il y a quelques temps maintenant, mais c'est la chose la plus récente dont je me souviens. Alors, il faut savoir que mon beau-frère, à l'époque, avait perdu son grand-père. Il avait perdu son grand-père et avant qu'il le perde, son grand-père, avant de décéder, son grand-père l'avait appelé. Il n'avait pas vu l'appel et il avait il était un peu passé à autre chose. Il s'était dit je le rappellerai plus tard. Malheureusement, il n'a pas pu le rappeler. Et du coup, je pense qu'à l'époque, il devait un petit peu nourrir une sorte de culpabilité par rapport à ça. Donc c'était quelque chose qui était un peu, qui coinçait un petit peu en lui. Et à cette période-là, moi, je vais voir mon amie Tara, on va juste boire un verre ensemble. Et il faut savoir que Tara, elle, n'est pas du tout, ne connaît pas du tout mon beau-frère, quoi. Et là, en fait, quand on parle, elle me dit, mais il y a quelqu'un avec, je sens une présence, il y a quelque chose, il y a quelqu'un avec moi. Je dis, mais comment ça, il y a quelqu'un avec toi? Elle me dit, ouais, mais c'est un homme, j'ai un vieil homme et tout, qui a l'air un peu bourru et tout. Et je lui dis, ok, qu'est-ce qu'il te dit? Et en fait, elle me dit des choses qui me font réaliser que elle parle effectivement du grand-père de mon beau-frère. Donc je lui dis, mais t'es sérieuse? T'es sûre que vraiment c'est cette personne qui te parle? Elle me dit, ouais, en fait, vraiment là, j'ai eu un coup de chaud, je le ressens là. Et en fait, il faut savoir qu'à la même période, j'étais allée chez ma sœur et en fait, il y avait un truc trop bizarre qui s'était passé. J'étais juste en train de me promener dans le salon et il y a un portefeuille qui est tombé par terre. Et je me suis dit, ok, ouais, c'est bizarre, ils sont tout seuls. Je vais le chercher, je l'ouvre. Et en fait, j'ai un gros coup de frisson parce que c'était le portefeuille du grand-père de mon beau-frère. Il était allé vider l'appartement, etc. Il avait apporté des affaires à lui chez eux. Et du coup, il y avait des affaires à lui qui traînaient. Et c'est ce portefeuille-là, en l'occurrence, qui est tombé alors qu'il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien du tout, quoi. Et du coup, ouais, j'ai l'impression que du coup, cet homme essayait de faire des signes ou de dire, en tout cas, à son petit-fils, t'inquiète pas, voilà quoi, ça va aller, je t'aime quand même, quoi, malgré tout. Donc ça, c'était, alors c'est quand même il y a 1 an, ça, mais c'est le gros truc là dont je me souviens. Et du coup, je crois toujours en ces choses-là, mais il y a toujours un truc en moi qui me dit. Non, mais c'est quand même gros, quoi, c'est dingue. Est-ce que c'est vraiment ça ou c'est juste
juste une coïncidence, donc ouais, voilà. Ok, intéressant. On va revenir tout doucement à la sphère YouTube. Ok. Et moi, de ce que j'ai vu, parce que franchement, je vais pas te mentir, je vais pas te faire la mytho, ouais, je connais tout du paranormal, je regarde à fond tout ce qui se passe, etc. Mais j'ai cherché pour cette interview. Et de ce que j'ai vu, c'est que la niche horreur-crime, en tout cas, est très souvent représentée par des youtubeurs, pour les plus connus en tout cas, des hommes blancs, qui ne parlent que trop peu des légendes et des crimes autour du monde. Qu'est-ce que tu penses de ces youtubeurs-là? Comme je vais te citer Occulture, Syll Artichaut, spécialiste du domaine, ou voire même plus récemment Squeezie qui s'est mis lui aussi dans des traits d'horreur. Qu'est-ce que tu penses de ceux-là qui sont les plus connus, et surtout, est-ce qu'il y a une solidarité entre vous? D'accord. Eh bien, alors c'est vrai que moi je suis un peu sortie, tu sais, de ce domaine un peu paranormal. Donc à l'époque j'étais vraiment à fond dedans. Je suis un peu sortie de tout ça, mais à l'époque j'ai pu consommer, en tout cas voir passer ces contenus, Syll Artichaut, etc. Que j'aime bien sa chaîne d'ailleurs, j'ai déjà regardé ses vidéos. Moi je suis très en dehors déjà de la sphère YouTube, c'est-à-dire que je suis pas amie avec beaucoup de créateurs de contenu, beaucoup de youtubeurs. Parce que j'ai pu rencontrer quelques-uns et c'est vrai que souvent tu peux tomber un petit peu de haut ou être déçu parce que c'est pas l'image qui est affichée sur ton écran n'est pas la même que celle que tu croises dans la vraie vie, et puis il y a des déceptions, voilà quoi, donc qui font que tu t'attaches pas trop aux gens quoi. De mon côté, moi je suis un peu plus proche de certains youtubeurs qui font du crime en revanche. On a par exemple Cogitor Stories qui est Sonia, que tu connais peut-être, qui fait des vidéos crime, et donc je suis un peu plus proche d'eux. Et de ce côté-là, effectivement, il y a une vraie solidarité, en tout cas dans notre petit groupe, même si j'ai entendu plein d'histoires de gens qui se mettent des coups bas, enfin j'en ai entendu il y a pas très longtemps, et c'était des gens qui en gros, qui s'embrouillent pour des... On a fait la même vidéo au même moment. Donc, toi, pourquoi est-ce que tu m'as copié? Des choses un peu bêtes comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de compétition dans ce milieu que j'essaie de pas trop, T'essayes d'avoir du recul. J'essaie d'avoir du recul, exactement. J'essaie d'avoir du recul, j'essaie de ne pas côtoyer tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux pour marcher sur les autres et pour avoir leur quart d'heure de gloire, et c'est totalement insupportable. Bref, oui. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si. Oui. On va continuer du coup, toujours un petit peu dans cette sphère YouTube. Je me suis demandé à partir de quel moment tu t'es dit ça y est, c'est bon, je peux en vivre. Ouais. Et aussi, est-ce que tu as ressenti que le fait d'être une femme afro-descendante, est-ce que ça a été un frein, notamment envers les marques, les partenaires, pour devenir créatrice de contenu à temps plein? Waouh, j'ai tellement de choses à dire là. C'est parti, on a le temps. Alors ils sont bien installés, ils ont leur thé, leur boisson chaude pour l'hiver. Je m'éponge le front carrément. Alors là, beaucoup de choses à te dire. Quand j'ai commencé YouTube en 2016, n'importe quoi, c'était en 2013 si je me trompe pas, il y a 10 ans en tout cas. Je postais sur YouTube, tout en sachant quand même qu'à l'époque, le paysage youtubesque était tout à fait différent. C'est-à-dire qu'on avait des Enjoy Phoenix, on avait des Je ne suis pas jolie, c'était vraiment l'époque des youtubeuses beauté que j'adore, hein, vraiment j'ai adoré cette époque-là, mais c'était l'époque des youtubeuses beauté, et la plupart de ces youtubeuses beauté étaient blanches. Voilà. Donc il y avait ça. Du coup, je sais même pas ce qui m'a pris de me lancer à cette époque-là, parce que en vrai, la représentation, je n'en voyais pas beaucoup. Et je suivais quelques youtubeuses qui faisaient des coiffures afro, des choses comme ça, et c'était... Voilà, mais c'était pas un truc de dingue. J'imaginais pas du tout, justement, en partie parce que j'étais une jeune femme noire, que mes vidéos seraient vues par des gens et que les gens aimeraient mes vidéos quoi. Parce que c'est vrai qu'on est habitué, je trouve, en tant que personne afro-descendante, à consommer des contenus qui sont pas forcément faits pour nous, voilà, mais on sait que la masse ne consommera pas nos contenus à nous, voilà. Pendant assez longtemps, j'ai pas l'impression d'être plus mise de côté ou plus maltraitée, on va dire, que d'autres personnes. Petit à petit, je me suis rendu compte de certaines choses. Ça a commencé effectivement avec les marques. Je me suis rendu compte que quand je comparais avec des collègues qui étaient donc blancs, voilà, j'avais l'impression que pour le même domaine, pour le même nombre d'abonnés à peu près, il y avait un décalage de revenus qui était assez effarant. Je me disais, mais comment ça se fait? Est-ce qu'ils pensent que mon contenu est niche parce que je suis noire et du coup peut-être que leur audience sera pas touchée? Et quand tu dis effarant, c'est, je sais pas si tu peux nous donner une échelle, mais c'est x2 Alors moi j'ai repéré, alors
Je dirais, ça pouvait être, je sais pas, on va faire un truc tout con, mais imaginant que c'était 500 pour une vidéo, ouais, l'autre ça pouvait être 800 000 par exemple, un truc comme ça. Donc ouais, c'était doublé, parfois, parfois doublé, parfois un petit peu moins, mais c'était une différence qui me questionnait quand même, parce que je me disais, mais quel est le facteur déterminant pour cette baisse de tarifs, quoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et j'avoue que j'ai toujours été une personne très optimiste. Et la plupart du temps, je me dis, non, ça va être autre chose. En fait, c'est peut-être le travail. Est-ce que mes vidéos sont assez bien? Non, tu vois ce que je veux dire? Faut laisser. Voilà. Mais tu vois, au début, tu te dis, non, mais c'est peut-être ça. Je me dis, Olivia, t'inquiète pas, ça va venir. C'est peut-être juste ça. Donc, au début, effectivement, il y a cette sorte de forme de naïveté qui te fait te dire que non, c'est pas ça. C'est une coïncidence cette fois-ci. Puis tu vois que ça se répète quelques fois et tu te dis, il y a réellement un problème en fait. J'avais d'ailleurs été interviewée pour un article qui parlait de cette disparité-là. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, on était nombreux à avoir le même problème, quoi. C'était surtout à l'époque où j'avais, je sais pas, 100 000, 200 000 abonnés. Et plus j'ai pris d'abonnés, plus j'ai l'impression que ça s'est un peu égalisé, voilà. Et en même temps, j'ai pas non plus les données de tous les créateurs de contenu, hein. Donc, je sais pas si je suis bien traitée ou si, en réalité, il y a toujours un écart de revenus entre moi et les autres créateurs, parce que j'ai pas assez de données à ce niveau-là. Mais il y a un événement en particulier qui m'a vraiment touchée. Je me souviens, c'était en 2021, je crois. J'ai sorti un livre. Je sors un livre et à cette époque-là, j'étais vraiment déjà un peu démotivée par ce que je faisais, par mon travail. C'est une période où j'avais fait un burn-out, j'étais plus trop sûre de mon contenu, etc. Donc c'était très particulier. Et donc quand je sors ce livre, forcément, je suis pas forcément très confiante, mais je me dis, j'ai bossé dessus comme une folle et il doit bien sortir. Et forcément, tu sais, après la sortie d'un livre, tu as toutes ces périodes de dédicaces, etc., où tu dois parcourir la France, la promo, etc. Donc je me prépare à ça. Et en fait, il se trouve que ma maison d'édition a beaucoup de mal à trouver des librairies pour pouvoir faire ses dédicaces, exposer mes livres. Par exemple, mes livres n'étaient pas à la Fnac, c'était compliqué de les trouver, en tout cas, je me rappelle au début. Et à chaque fois que je devais aller en dédicace, c'était dans des zones paumées, vraiment. En vrai, c'est pas cool. Enfin, je suis pas la Maria Carré non plus, mais je leur disais tout le temps, moi, je suis en région parisienne. Mon audience, elle vit en région parisienne. Laissez-moi aller faire des dédicaces en région parisienne, quoi. Et c'était toujours très compliqué. En même temps, à peu près, une autre créatrice de contenu qui, elle, est canadienne, elle a sorti un livre en même temps que moi, à peu près. J'apprécie beaucoup d'ailleurs cette personne, si elle regarde les vidéos. Et puis, elle a sorti un livre en même temps que moi et elle a eu, du coup, la possibilité de dédicacer, je crois que c'était sur les Champs-Élysées, un truc comme ça, un truc ouf, un truc de malade. Et en fait, je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis dit, vous foutez un petit peu de moi. Voilà, vous foutez un petit peu de moi. Et pareil, avec le temps, je me suis rendu compte aussi que, en fait, mes abonnés ne comptaient pas. Mes abonnés et le nombre de vues que je faisais, par exemple, et l'ampleur de mes différents projets ne comptaient pas. Parce que, en gros, il y a beaucoup de personnes qui considéraient que cette personne, par exemple, c'était genre la reine du crime, même avec des stats beaucoup moins élevées que les miens, par exemple. Voilà. Wow. Et encore une fois, j'apprécie cette personne, elle se reconnaîtra, les gens la reconnaîtront, etc. Donc il n'y a pas de bif ou quoi que ce soit. Ça m'a quand même questionné, je me suis dit, mais pourquoi? Totalement. C'est pas que je recherche le statut, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'elle est considérée comme plus crédible peut-être que moi, tu vois? Et à un moment aussi, il y a un article qui devait sortir sur les reines du crime, etc. Et pour un journal, un magazine, je me souviens plus de ce que c'était. Moi, je n'étais pas trop au courant de tout ça, mais sur Twitter, des gens m'ont arrobasé en me disant, mais comment ça se fait que vous prenez pas livre dans c'est vraiment elle est là depuis longtemps, elle est assise, tu vois, donc bien sûr, vous avez dû l'interviewer, c'est trop bizarre, quoi, tu vois. Et moi, j'étais en mode, je savais même pas qu'il y avait eu cette polémique-là, donc je suis allée, c'est des abonnés finalement qui m'en ont parlé. Et ouais, il y avait plein de petits trucs comme ça, par intermittence, de temps en temps, qui te font réaliser qu'effectivement, il y a des petits problèmes, il y a des petites différences de traitement, tu vois. Je sais pas toujours bien l'identifier, voilà. Il y a des moments où tu te dis, peut-être que c'est pas ça, tu vois, peut-être que c'est juste autre chose. Et avec l'accumulation, en fait, de preuves, il y a quand même, tu vois, il y a plus de doute. Il y a plus de doute. Tu vois, voilà, avec les années, en fait, tu commences à te dire, d'accord, ça c'est à cause de ça, je comprends. Donc ouais, c'est pas facile, c'est toujours chiant parce que ça me fait penser à un son qui
il y a un son hyper connu, là, je sais plus si c'est Kanye ou je sais plus qui. Non, ça doit être Tupac. C'est Tupac, je sais pas. C'est un chanteur américain hyper connu, voilà, que tout le monde connaît. Et il y a dans un de ses sons, il disait quoi en gros, peu importe ce que tu fais, en gros, t'es toujours un négro, quoi. Tu vois, genre style, voilà. Donc ouais. Je m'en suis rendu compte. Ouais. Non, mais c'est très bien que tu sois vrai et que tu nous dises aussi les dessous parce que c'est vrai que là, on se dit, bon, bah, Liv, ça y est, elle a 1 million, elle pète le score. Enfin, voilà, dans l'imaginaire collectif, c'est, voilà, t'as 1 million d'abonnés, c'est, je sais pas, ça veut dire que t'as 1 million dans ton compte en banque. Ouais, exactement. Ça veut dire, tu vas, je sais pas, tout le temps au Mali, tous les 2 mois. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, pas la même chose. Vraiment, il y a une vraie différence. Moi, je l'ai ressenti et je m'en suis rendu compte avec le temps. Surtout, j'ai eu une assistante, manager, assistante pendant pendant 1 an environ. Et avec elle, on s'est vraiment rendu compte qu'on a eu des gros foutages de gueule. Genre, on a eu des gros foutages de gueule, des gens qui négociaient au rabais alors qu'ils voyaient bien que j'avais une grosse audience qui était très engagée, des choses comme ça. Et c'était hyper chiant, quoi. C'est hyper chiant. Et en fait, les gens peuvent avoir l'impression que du coup, t'es porté sur l'argent quand tu parles de ce genre de choses. Mais la réalité, c'est que quand t'es traité de façon honnête, la question de l'argent se pose pas. Je sais pas comment dire, t'en parles pas autant, c'est pas un problème parce que c'est juste, ok, je suis traitée comme les autres. Mais c'est à partir du moment où tu sens une disparité que effectivement t'en parles plus et que c'est, tu vois, que c'est, voilà. Il faut en parler aussi parce que les gens s'en rendent pas compte. Les gens s'en rendent vraiment pas compte. Si t'es pas, oui, tout simplement, un membre peut-être 1%, tu vois, de youtubeurs vraiment très très connus et qu'en plus tu es une personne noire, c'est compliqué, quoi. Voilà. Ça reste en tout cas un petit microcosme de personnes, un peu de l'entre-soi en fait. Exactement. Finalement, même si ça tend quand même un petit peu à s'ouvrir, mais t'as toujours la personne noire dans le groupe. Il n'y en a pas plusieurs. Ah, c'est ça. Il faut qu'il y en ait. C'est le token one, comme on dit. Il y a cette petite personne-là. Voilà, c'est il faut faire bouger les choses. Exactement. On compte sur toi. Je vais tout faire. C'est vrai que maintenant que tu me dis ça, moi, j'ai pas forcément pris le temps de vraiment m'engager dans le passé parce que j'étais vraiment impliquée dans ce que je faisais. Et avec le temps et avec les preuves cumulées, je me dis qu'il y a des choses à faire, tu vois. Moi, je pensais par exemple à ouvrir une agence, etc. Enfin, ça, c'est des choses qui se feront après, qui sont un peu en projet. Mais il faut ouvrir la voie, il faut donner des chances aux gens qui nous ressemblent. Il faut faire des choses, quoi. Faut pas rester inactif. Totalement. Totalement d'accord. À partir de quel moment tu t'es dit ça y est, je peux en vivre? C'est venu quand? C'est vrai. Eh bien écoute, je crois que c'est venu un peu pendant le Covid. Alors le Covid, c'était horrible pour la France, mais je crois que beaucoup de gens l'ont déjà dit. Pour les créateurs de contenu, pour les gens qui ont voulu se lancer sur les réseaux sociaux ou qui étaient déjà sur les réseaux sociaux, ça a été c'était incroyable, quoi. Enfin, ça a permis vraiment moi à ma chaîne de grandir, quoi, d'être découverte par des personnes qui regardaient pas forcément mes vidéos mais qui étaient curieuses parce que voilà, qu'on n'a rien à faire, donc on va voir un peu ce qui se passe sur YouTube. Et c'est à partir de ce moment-là vraiment que j'ai pu commencer à vivre de YouTube correctement, je dirais. Ouais, super. C'était la période. C'était vraiment un vrai tremplin. C'était un vrai tremplin. Ouais, c'était pas facile, voilà, mais c'était un vrai tremplin malheureusement. Ouais. Et en revenant, Liv, sur cette période où tu nous disais un petit peu que tu étais en burn-out, que ça n'allait pas forcément, est-ce que tu veux bien un petit peu développer quels ont été les effets que ça a eu sur ta personne et aussi le pourquoi? Et bah écoute, j'ai été en burn-out donc en 2021. Ça a été un slow burn, c'est-à-dire que ça a pris du temps. Et puis en 2021, je me suis dit non, en fait, tu peux plus, genre ça me fatigue. Je travaillais beaucoup, donc c'est vraiment dû au fait que je travaillais beaucoup, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mes projets personnels, sur les études, ce genre de choses. Et puis en fait, j'ai eu aussi l'impression en 2021 que j'avais perdu un peu de vitesse. J'avais pas l'impression d'aimer vraiment ce que je faisais en fait sur YouTube. Je trouvais tout ce que je postais un peu nul. Et ça, c'est vraiment le piège des créateurs de contenu, des entrepreneurs, je pense aussi en général, des personnes qui travaillent pour elles-mêmes. Oh, vraiment. Toutes les traînes qu'il y a à suivre. C'est dur. Vraiment. Hein. Il faut que tu suives la tendance. Et puis, si tu tombes un petit peu, hors de vue de tes abonnés, parce que y a d'autres trucs qui sont sympas à regarder, t'as peut-être moins de vues, etc. T'as toujours ce besoin de te prouver à toi-même que ce que tu fais est bien, tu vois. Et le truc, c'est que tu as des chiffres qui te montrent que c'est bien ou moins bien, tu vois. Surtout sur YouTube, par exemple, tu te connectes, tu as
cette vidéo, elle est classée 10 sur 10, ça veut dire que c'est la nullité, tu vois, genre c'est insupportable. Et donc t'as plein de choses sur YouTube Analytics qui te montrent qu'en fait, ouais, ton dernier contenu, c'est pas ouf quoi, genre c'est nul quoi. Donc moi j'étais genre vraiment trop attachée à ça. Vraiment attachée d'abord à ces statistiques-là et à la manière dont ma chaîne fonctionnait. J'attachais ma confiance en moi à ce que je faisais sur YouTube, mon contenu. Donc si ça fonctionnait un peu moins bien, en gros, je me disais t'es nul, tu sais pas faire bien les choses. Si ça fonctionnait bien, c'était cool, c'était génial. Donc j'étais vraiment pas stable à ce moment-là. Et puis aussi le fait que moi, je me suis beaucoup effacée sur YouTube. En gros, ma personnalité, elle a beaucoup changé. Avec le temps, parce que plus j'ai eu d'audience, plus les gens ont commencé à me connaître, plus les gens ont commencé à parler de moi forcément, et plus il y a eu des petites polémiques à gauche et à droite qui m'ont fait me dire faut que je sois irréprochable en fait. Genre maintenant, à partir de maintenant, il faut que je sois irréprochable, il faut que je gomme ma personnalité. La charge mentale c'est une charge dû avoir. Non, franchement, on s'en rend pas compte, hein. Mais vraiment, non. Je me suis gommée. Vraiment, les dernières vidéos, enfin là encore, c'est encore un peu le cas, j'essaie de me détendre sur YouTube, tu vois. Mais en réalité, je gomme beaucoup de ma personnalité parce que je sais pas pourquoi, juste mon cerveau il a réagi comme ça. En fait, je pense aux petites polémiques et tout. Mon cerveau il a réagi en mode maintenant, tu vas être le plus lisse possible. Et d'ailleurs, j'avais vu que la youtubeuse Enjoy Phoenix aussi, elle avait été comme ça pendant quelques années. J'avais vu une de ses vidéos où elle parlait de ça. Donc c'est un peu un des risques du métier de vouloir un peu plaire à tout le monde, tu vois. Parce que c'est impossible, genre c'est impossible. Déjà que même dans la vraie vie. Déjà même dans la vraie vie, tu vois. Alors t'imagines sur YouTube, même en tant qu'être humain, t'es pas censé recevoir autant d'attention. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup trop. Donc ça a été un des downs, on va dire. Le fait que finalement, il y a un moment où tu te vois qu'à travers les chiffres et à travers ce que les gens disent de toi. Tu vois, et t'es plus objective par rapport à toi-même, quoi. Tu te dis pas, ouais, moi, je suis comme ça, c'est ce que j'aime pas. Tu vas te définir parce que les gens disent de toi sur internet, tu vois. Et ça, c'est genre horrible. Les gens se rendent pas compte de ça du tout. Quand tu laisses un commentaire ou quand tu dis un truc sur Twitter, en fait, ils se rendent pas compte, mais on voit beaucoup de choses. Oui, ce sont des vrais êtres humains. C'est des vrais êtres humains derrière, tu vois. Et donc ouais, ça c'est vraiment un conseil à des gens qui se lanceraient sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. Déjà, ne téléchargez pas Twitter. On est d'accord. Faut pas. Pourquoi faire les ça? problèmes. Tu vois, c'est les problèmes. Honnêtement, c'est les problèmes. Développer des hobbies, des choses en dehors aussi de cette passion qui devient un travail aussi. Sinon, en fait, ça bouffe, quoi. Ça englobe toute ta vie. Tu vois que ça et c'est pas bon, quoi. Surtout de ne pas associer sa valeur à ces chiffres. Non, vraiment, ça c'est zéro. On fait pas ça. Parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que toutes les personnes qui n'ont pas d'abonnés. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est la merde, quoi. Sans bas, c'est pas peuple. Non, on va pas faire ça. Essayons d'être raisonnables. Pas ici. La lutte des classes. T'imagines la lutte des classes? Alors non, moi je suis supérieure. Hein. Écoute, non mais mais il y en a qui s'y prennent à ce jeu-là. Mais c'est pour ça que ça nous atteint aussi, tu vois. Ah ouais, non mais c'est parce que voilà, tout le monde après ensuite se prend au jeu, se prend au sérieux aussi de ces chiffres-là. Combien de personnes aux millions d'abonnés n'auraient peut-être pas accepté de venir ici? Ah oui, je vois ce que je veux dire et j'en connais. Alors ça c'est des sujets qui sont très sombres, hein. Mais je connais beaucoup de gens qui ont effectivement beaucoup changé après avoir eu une grosse hausse de notoriété, qui à mon avis des gens qui n'étaient déjà pas qui n'avaient déjà pas vraiment les pieds sur terre ou pas très confiance en eux et dès que t'as toute cette attention sur toi, hop, la grosse tête quoi, génial en fait, je suis quelqu'un. Alors qu'en fait on est toutes et tous quelqu'un. On est tous quelqu'un, hein. On est tous quelqu'un, voilà. Donc effectivement ça marche un peu dans tous les sens, hein. Il ne faut pas effectivement se rabaisser et il ne faut pas non plus prendre la grosse tête parce que les chiffres ça vient et ça part. Et si t'as plus ça, tu fais quoi après? Alors tu deviens quoi, genre si t'as plus ça, tu vois. Enfin, c'est vraiment, il faut avoir une réflexion profonde là-dessus, je pense, avant même de commencer parfois. Ou si on est dedans, prendre le temps de se poser et de se dire qu'est-ce que c'est pour moi, qu'est-ce que ça représente pour moi. Et si ça représente pas forcément une bonne chose, ou si ça prend trop de place, peut-être prendre un peu plus de recul, quoi. Et justement, Liv, je vais te retourner la question. Qu'est-ce que tu ferais si t'avais plus YouTube? Waouh, bonne question. Si j'avais plus YouTube, à mon avis, je me lancerais quand même dans une forme d'entrepreneuriat, tu vois. Je crois que je suis vraiment maintenant devenue accro au fait de travailler pour moi-même et de pouvoir me gérer, de pouvoir créer des choses nouvelles, etc. C'est génial en réalité, hein, tu sais. Donc je pense que je me lancerais dans l'entrepreneuriat et peut-être que j'ouvrirais un café. Genre, mais non. Vraiment, genre, ça a toujours été un de mes rêves, genre d'ouvrir un café
avec des petites pâtisseries, du petit matcha et tout. Mais c'est vraiment genre un de mes rêves, genre d'ouvrir un café, tu vois, et genre où les gens pourraient travailler ou quoi. Ça se fera peut-être dans le futur, tu vois, mais à mon avis, j'irai dans cette voie-là et je testerai un projet comme ça, ouais. Trop cool. Bah, je pense que moi, en tout cas, j'irai dans ton café. Et bah, je t'attendrai. Mais tu auras la carte gratuité. Je te donnerai la carte gratuité, tu viendras boire, vraiment. J'aimerais trop faire ça, en tout cas. Donc, je te tiendrai au courant. Je te dirai. On croise les doigts, en tout cas. Récemment, tu as fait une vidéo qui sort, je pense, un petit peu de ta direction artistique. Dis-moi tout. Si je peux dire, car quand on regarde tes vidéos, donc on sait que tu n'as pas du tout l'habitude de parler des influenceurs. Pourtant, tu as pu faire une vidéo sur Poupette Kenza. Oh oui, Poupette Kenza. En la qualifiant, je cite, de monstre d'internet. Ah oui, c'est la fameuse vidéo. Donc, quelle est ton opinion sur les influenceurs qui montrent absolument tout de leur vie sur les réseaux sociaux? Ah, et bah, je dirais que j'ai pas, une animosité pour ces influenceurs-là. J'ai plutôt... Bah déjà, ça me questionne, forcément, ça me questionne. Et j'ai une forme aussi de pitié pour eux. Parce que je crois vraiment que, tu sais, on parlait du terme, de l'expression de produit internet. Je crois vraiment qu'il y a des personnes qui ont passé tout leur temps avec les réseaux sociaux, qui ont grandi avec. C'est-à-dire que, enfin moi par exemple, au lycée, Instagram commençait à être un peu populaire, mais c'était pas trop ça, quoi, vraiment. Il y avait Facebook, mais c'était un peu con, on s'envoyait des petits messages sur les murs à gauche et à droite, mais... Là, il y a des gens qui sont nés à une ère où en fait, il y a TikTok, il y a Instagram, il y a YouTube, et vraiment, on doit poster tout le temps. Ou alors, enfin, il faut que notre vie soit intéressante. Et des gens qui, je crois qu'il y a vraiment, je les considère comme des victimes. Tu vois, victimes d'une époque. Je trouve que c'est quelque chose d'assez triste parce qu'ils ne se rendent pas forcément compte eux-mêmes et qu'ils se disent, j'ai peut-être rien à vendre, mais il y a ma vie derrière. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai pas forcément un talent particulier, je sais pas ce que je peux apporter, mais en fait, j'ai ma vie, je peux capitaliser sur ma vie, tu vois. Et en fait, ça devient un piège parce que quand t'as plus rien à montrer, parce que enfin, on va pas se mentir, hein, même Kim Kardashian au quotidien, voilà, il y a des jours où tu ne fais rien, tu vois. Quand t'as plus rien à montrer, bah tu dois inventer des trucs. Et en fait, j'ai beaucoup de peine pour ces personnes-là parce qu'elles sont piégées, elles sont dans une cage et elles ont les clés de la cage. Elles ne savent même pas en fait. Voilà, il y a un truc comme ça. Donc même si ma vidéo sur Poupette était très à charge parce qu'elle a fait plein de conneries, j'ai aussi essayé d'apporter un peu cette nuance-là. Je crois vraiment que c'est une jeune femme qui a été baignée dans les réseaux toute sa vie, qui s'est rendue compte qu'elle pouvait obtenir beaucoup d'argent avec les réseaux sociaux, peut-être aussi une forme de confiance en elle, je ne sais pas. Et du coup, ouais, je la considère aussi comme une victime. Elle est coupable de certaines choses, mais elle est victime d'autres choses. Totalement. Quoi. Donc voilà. Addict. Addict. Vraiment, elle le dit elle-même. Hein, vraiment, moi, je peux pas me passer de mon téléphone. Et en étant moi-même, je dirais pas addict, mais je sais que je peux vite me laisser entraîner dans les méandres de TikTok où tu scrolles pendant des heures. On est tous comme ça. Hein. Ah bah, oui. On est tous comme ça. On est tous un peu addicts, quoi. Et donc, je peux le comprendre, tu vois. Je pense qu'il faut le prendre avec un peu de recul et d'empathie. Dans mes commentaires, il y a des gens qui disaient mais non, mais qu'est-ce que tu dis, Olivia? Non, elle est pas du tout victime. Non, mais, quand tu t'es un peu nuancé, tu te rends compte que si elle est victime d'une certaine manière, quoi. Ça n'excuse pas ce qu'elle a pu faire, mais et je crois qu'elle mériterait d'être vraiment prise en charge et pas que elle. Il y a toute une génération qui doit être je crois, rééduquer, tu vois, aux réseaux sociaux, et on doit trouver une nouvelle approche, en tout cas selon moi. De toute façon, comme tu le disais, en fait, c'est sociétal, c'est-à-dire que maintenant, tout le monde, monsieur et madame tout le monde, se met en scène. Exactement. C'est-à-dire que même maintenant, les jeunes, limite, sont gênés de poster un peu tout et n'importe quoi, tu vois. Nous, à notre époque, c'était comme tu disais, sur les murs Facebook, on voyait nos petites photos en bouche en cul, sans trop calculer, tu vois. Alors que maintenant, c'est quand le jeune va poster une photo, il va falloir que ce soit sur son meilleur jour, il va falloir qu'il soit en vacances, il va falloir qu'il montre lui aussi qu'il est dans l'abondance. Enfin, voilà, on pourrait en parler pendant des heures. Ah, ça, je pourrais en parler pendant des heures. Mais effectivement, ça doit tellement changer ta perception de la vie, du monde, de ce que tu es, et te construire dans ce contexte-là. Ça peut être facile, hein, réellement. On parle beaucoup de toi, Liv, à travers l'horreur. Ouais. Mais quand on regarde ta page Instagram, on voit un tout autre aspect. Et je dirais même un aspect de toi un peu plus intime. Ah oui. Dans le sens où tu partages ta vie et l'aspect que j'appelle ou qu'on peut appeler adulting. Ouais. On peut te suivre à travers ton chemin vers l'épanouissement et l'apprentissage de la vie.
Et pourquoi avoir choisi de te livrer sur cette plateforme? Waouh! Eh bien, très bonne question encore une fois. Tes questions sont très cool. Moi, j'adore. J'ai passé un bon moment. Mais du coup, pour répondre à ta question, mon compte Instagram, il était un peu en berne pendant très longtemps. C'est-à-dire que je savais pas quoi faire de mon compte Instagram. J'étais très active sur YouTube, mais pour moi, c'était une plateforme annexe qui pouvait servir peut-être à apporter une nouvelle audience à ma chaîne YouTube, mais je savais pas trop quoi en faire, quoi. C'était un peu de côté. Et puis, il faut savoir que cet été, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai eu vraiment une prise de conscience concernant le fait que le temps passe, tu sais, voilà, le temps passe, on se rend compte que on ne rajeunit pas, et je me suis rendu compte que j'avais envie de faire plein de choses que j'avais pas faites avant, et notamment parce que j'étais très enfermée dans mon travail. Donc comme je te le disais tout à l'heure, pendant très longtemps, pendant plusieurs années, c'était les études, YouTube, et j'avais presque pas de vie sociale, tu vois, j'étais vraiment très enfermée là-dedans. J'avais des amis qui me demandaient de sortir, mais j'ai vraiment négligé cette partie de ma vie, parce que je voulais juste que mes projets évoluent et que ma chaîne grandisse. Donc finalement cette année, et même je dirais que ça a commencé depuis 2 ou 3 ans, je me rends compte que ça me rend pas si heureuse que ça. Ce que je pensais bon pour moi quand j'ai commencé YouTube, c'est-à-dire avoir une stabilité financière, etc. Aujourd'hui, c'est plus ce dont j'ai besoin, c'est plus ce qui me rend à 100% heureuse. L'argent fait le bonheur un minimum. Enfin, on va pas dire le contraire, parce que je sais qu'il y a des gens qui diront. Mais Liv, tu dis n'importe quoi. Mais dis n'importe quoi. On en a besoin. Non, l'argent, en réalité, c'est vrai, hein, ça fait le bonheur. Mais il y a un moment où en fait, tu te dis, ok, j'ai atteint une forme de stabilité financière. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce qui vraiment va me rendre heureuse au-delà de ça, au-delà de ce besoin primaire? Et je me suis rendu compte que c'était de pouvoir prendre soin de moi et d'arrêter de travailler autant, quoi. Et j'ai voulu le partager un peu sur du coup Instagram, pour dire aux gens, écoutez, est-ce qu'on peut trouver des moyens de bien sûr travailler, parce qu'il faut travailler pour vivre, mais aussi de prendre soin de soi et de trouver une forme de paix aussi, et de sortir un peu de cette bulle pas cette bulle, mais de cette cette compétition, je dirais un peu, tu sais, qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Totalement. Boss girl, réveillez-vous à 3h du matin, buvez un matcha, non pas un matcha, buvez un café froid glacé, un americano là, des trucs bizarres, les trucs, genre vraiment tu te réveilles, tu fais ça directement, tu vas faire du sport et tout. Et même si c'est super important ça, enfin je crois vraiment au fait que être discipliné, ça te permet de t'améliorer. Bah, je crois aussi qu'en fait tu dois trouver un équilibre, tu sais, c'est un peu le 80-20 dont tout le monde parle maintenant. C'est-à-dire que tu peux pas toujours être parfait, tu peux pas toujours travailler à 100%, tu vas devoir sacrifier des choses dans la vie, tu vas devoir sacrifier des choses. Ça va être ton travail, ça va être ta santé, peu importe, mais il y a un truc que tu vas devoir sacrifier forcément. Et du coup, c'est un peu ce que je dis dans ces vidéos-là, il va falloir que vous sacrifiez des choses. Parfois, vous devrez sacrifier, votre travail pour juste être bien dans votre peau, pour être un peu plus à l'aise. Et bref. C'est un peu du développement personnel, on va dire. Ouais, tu vois, c'est un peu ça, finalement. C'est un peu la grande sœur qu'on n'aurait peut-être pas eue, quoi. J'essaie, tu vois, j'essaye. Je sais pas si ça fonctionne bien, mais finalement, au vu des retours, j'ai l'impression que ça aide beaucoup de gens, tu vois. Donc, tu dois me le dire aussi. Voilà. Tu vois, je vais continuer alors. En parlant du coup d'épanouissement et de dépassement de soi, j'ai pu voir que tu aimais le voyage. Oh oui. Et récemment, tu es partie en Chine pendant une longue période. Ouais. Et moi, j'ai vraiment une question qui me hante, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Dis-moi tout. Est-ce que c'est une safe place pour les femmes afrodescendantes? Et est-ce que tu as quelques anecdotes à nous partager? Ah, génial, très bonne question encore une fois. Eh bien, j'avais beaucoup d'a priori avant d'aller en Chine. Alors, mon copain, lui, il est de Macao, donc il est du sud de la Chine. C'est pas considéré comme la Chine. Bon, politiquement, voilà, c'est comme Hong Kong, comme Taïwan, c'est pas la Chine, mais voilà, on va dire que c'est quand même des territoires qui dépendent un peu de la Chine, on va dire ça comme ça. Donc nous, on est déjà allé à Hong Kong l'année dernière, donc on a vraiment moi j'ai beaucoup aimé. Macao étant juste à côté de Hong Kong, on est allé à Macao également, vu que c'est son pays d'origine. Et la Chine, on n'avait pas fait. Il faut savoir que Hong Kong et Macao sont vraiment très cosmopolites. Enfin, il y a beaucoup de gens de tous les pays différents. Enfin, c'est très Paris, quoi. Mais la Chine, c'est la Chine. Donc, cette année, on a décidé d'y aller et j'avais vraiment très très peur parce que je me disais, je vais arriver dans un coin où en fait, il y a un coin qui est extrêmement, je cherche le mot,
c'était un monolithe, mais c'est pas monolithe, c'est très, très, je cherche le mot, je me souviens plus du mot, un coin où tout le monde se ressemble plus ou moins. Et moi, je vais être un petit peu, voilà quoi, le cheveu sur la soupe. Et finalement, j'ai vraiment adoré. Alors, je te dis que il y a des gens qui vont te regarder forcément, qui vont te regarder avec un peu de curiosité, qui vont se dire oh ok d'accord c'est une personne noire et puis après hop ils font ce qu'ils ont à faire. Tu t'habitues très vite en réalité hein, aux gens qui te regardent. C'est pas tout le temps, c'est pas en permanence, mais tu vas toujours avoir des gens comme ça qui de temps en temps qui vont te regarder. Donc de ce côté-là ça a allé. Et la différence je trouve entre la Chine et ce que tu pourrais avoir en France par exemple, c'est que les gens ne connaissent pas. Tu vois, ils connaissent pas les personnes qui viennent d'Afrique, c'est très lointain pour eux, et donc ils n'ont pas forcément d'a priori. Ils ont une forme de curiosité par contre. Donc ils vont te poser des questions, ils vont te dire ah tes cheveux sont très beaux, comment tu fais ça, etc. Donc il y avait beaucoup de gens qui disaient ça, mais c'est pas négatif, c'est pas ah ouais, tu les laves combien de fois par semaine tu vois, c'est vraiment juste, je comprends pas ce que c'est, donc dis-moi ce que c'est. Et c'est vraiment rafraîchissant. Et puis il y a des gens juste qui vont venir vers toi et qui vont vouloir communiquer avec toi parce que quelque chose, c'est nouveau pour eux hein, de rencontrer une personne comme toi et qui vont juste vouloir avoir une discussion avec toi et hop, ils continuent leur chemin. Et du coup, ça fait que tu te sens, c'est hyper valorisant au final, tu vois. Et finalement, tu te sens pas comme une bête de foire. Moi, tu te sens plus comme une star. C'est ce que je dirais, tu vois. T'arrives et les gens ils sont en mode toi, t'es pas pareil que nous, t'es différente et ça m'intéresse et j'ai envie de savoir plus de choses. C'est cool, ça, exactement. Ouais. T'as pas ressenti cet aspect domination, cet aspect colon, cet aspect parce que des gens, tout à fait. je pense, me diront ouais non mais c'est pas normal qu'on nous prenne en photo, c'est pas normal qu'on touche nos cheveux. Mais voilà, je pense que les personnes comprendront ce que tu es en train de dire, c'est vraiment l'aspect plus curiosité. Exactement. Et de méconnaissance. C'est la méconnaissance. Pas cet aspect vraiment où là, en l'occurrence en France, en fait, nous connaissent. Voilà, et on te connaît et on te considère peut-être comme inférieur et du coup on te juge par rapport à ça. Vraiment safe pour les femmes noires honnêtement et en plus tu fais des rencontres incroyables quoi parce que les gens viennent vers toi. Tu te sens jamais seule on va dire même si tu voyages seule par exemple. Ouais. Ok, donc pour toutes les femmes afrodescendantes qui nous regardent, on sait jamais si vous avez des petites idées, si vous posez la question, peut-être que la Chine sera votre next endroit pour chill. Du coup, Liv, on arrive à la fin de l'émission. Wow, déjà? Ouais, c'est passé trop vite. Ah, quand on passe un bon moment, ça passe très vite, tu vois. Vraiment, merci, ça me fait plaisir. Et quel serait le ou la prochaine invitée que tu aimerais voir dans Curl Talk? Oh, attends, j'avais pas préparé cette question, laisse-moi réfléchir. Qui est-ce que j'aimerais voir et qui je regarde actuellement? Attends, j'essaie de réfléchir. Prends ton temps. Ah, moi j'aime beaucoup Tiny and Brown. Oui, je vois très bien qui tu vois qui en plus, j'avais pas forcément pensé. J'aime beaucoup ces vidéos. J'ai regardé il y a très longtemps. Oui, j'ai arrêté entre temps parce que la vie, tu changes de contenu, etc. Tu t'intéresses à d'autres personnes. Et dernièrement, je suis tombée sur une de ces vidéos. Je me suis dit, mais je l'aimais beaucoup cette mais t'as raison, tu sais que moi aussi, tu me l'as remise à l'esprit parce que je la regardais beaucoup avant. Ouais, elle est cool. Et j'ai arrêté. Ouais, bah voilà, tu vois. C'est un petit truc, c'est une petite idée. Tu dis ça comme ça. C'est la fin de l'émission. Merci encore à toi, Liv, d'avoir accepté l'invitation. Mais quel plaisir! Vraiment, c'était génial. Plaisir partagé. Ah, vraiment, trop bonne expérience. J'espère que vous aussi, vous qui nous regardez, vous avez apprécié le moment, que ça vous a été aussi utile. Les réseaux de Liv s'afficheront du coup juste en bas, donc n'hésitez pas à la suivre, vraiment, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. Est-ce que tu es sur TikTok? Ah, je suis plus trop active sur TikTok malheureusement. Ok. Mais Instagram, YouTube, je suis là. Elle sera là, donc n'hésitez pas à la follow. Merci à vous aussi d'avoir regardé jusqu'au bout. Est-ce que Liv, tu as 2 ou 3 projets à nous communiquer par la suite, à nous teaser? Ouh, des projets. Ah oui, alors là, je suis sur un truc, un documentaire avec une chaîne française. Je vous tease ça, mais je peux pas aller plus en profondeur. Mais en tout cas, vous l'aurez entendu ici en premier. Voilà. Une exclue dans Curl Talk. Il y a une exclue là, il y a une exclue. Donc voilà, ça arrivera je pense en 2025. Et voilà, je devais te réserver cette exclue. Hein. Je pouvais pas le faire autrement. Ça fait plaisir en tout cas. Oui, dans Curl Talk, il y a même des exclus. Donc en tout cas, c'est tout le malheur qu'on te souhaite que ça puisse cartonner. Merci beaucoup. Nous, du coup, on va se dire à très bientôt. Et n'oubliez pas que dans Curl Talk, on parle cheveux, mais pas que. Ciao, ciao.